Dans cette deuxième leçon, nous allons opérer une distinction fondamentale dans ce chapitre et répondre à une question simple mais importante. En quoi la déviance se distingue-t-elle de la délinquance? Dans cette leçon, nous traiterons donc deux objectifs d'apprentissage du programme: comprendre la distinction entre normes sociales et juridiques et connaître la diversité des formes de contrôle social, et comprendre et illustrer la distinction entre déviance et délinquance. Reprenons là où nous nous étions arrêtés dans la précédente leçon. Nous avions montré que cracher par terre constitue une double transgression. Quand nous crachons, nous transgressons, c'est-à-dire que nous ne respectons pas, nous transgressons à la fois une norme sociale et une norme juridique, la loi. La norme sociale s'appréhende ainsi: cracher, cela ne se fait pas au nom de ce qui est communément admis de faire, au nom de ce qu'il est communément admis de faire. La norme juridique s'appréhende différemment. Cracher, cela ne se fait pas au nom de la loi. Voilà pour la distinction de ces normes à l'aide du langage commun. Voyons maintenant comment nous pouvons proposer une distinction sociologiquement opératoire entre les normes sociales et les normes juridiques. Je vous propose d'abord que nous fassions évoluer notre définition du terme norme sociale au singulier vers une définition au pluriel. Les normes sociales regroupent l'ensemble des règles formelles ou informelles à respecter à l'échelle d'un groupe social sous peine de sanctions sociales négatives. Les normes juridiques désignent, elles, l'ensemble des règles formelles codifiées dans le droit dont la transgression, l'infraction pénale, sous la forme d'une contravention, d'un délit ou d'un crime, dont la transgression expose à une sanction pénale, quelle qu'elle soit, une amende, une incarcération, des travaux d'intérêt généraux, etc. Je vais expliciter les termes de vocabulaire juridique présents dans cette définition. L'infraction pénale, qu'est-ce que c'est? L'infraction, c'est le fait de ne pas respecter la loi. Ce non-respect, cette transgression, prend trois formes selon la gravité de la transgression commise: la contravention, le délit ou le crime, classé par ordre croissant de gravité. Dans le cadre d'une infraction routière mineure, vous êtes dans l'ordre de la contravention. Par exemple, si vous n'étiez pas jeune conducteur et que vous étiez contrôlé avec un taux d'alcoolémie entre 0,5 et 0,8 g d'alcool par litre de sang, vous commettriez une infraction de quatrième classe et seriez vraisemblablement soumis à une amende avec un retrait de 6 points sur le permis de conduire. Si vous conduisiez avec plus de 0,8 g d'alcool par litre de sang, vous commettriez à l'inverse un délit et vous seriez vraisemblablement soumis à des sanctions beaucoup plus lourdes, notamment une sanction de permis. Le crime, c'est la catégorie d'infractions pénales les plus graves, et veillez, s'il vous plaît, à ne pas confondre, comme le font souvent les élèves, crime d'une part et meurtre et assassinat de l'autre. Un viol est un crime, par exemple, et un crime désigne non pas un acte en particulier, mais un niveau de gravité en termes d'infraction pénale. Maintenant, le terme de sanction pénale. La sanction pénale, c'est la sanction associée à la transgression des normes juridiques. Une sanction particulière, puisqu'elle est inscrite, codifiée dans le droit, à l'inverse des sanctions sociales qui sont souvent peu ou pas formalisées. Il n'existe pas de code social qui vous prescrit tel ou tel type de regard désapprobateur ou telle remarque de reproche pour sanctionner négativement telle ou telle déviance. Nous venons de distinguer normes sociales et normes juridiques. Et de cette notion en découle une autre: la distinction entre déviance et délinquance. Très simplement, dans ce cours, nous définirons la délinquance comme l'ensemble des transgressions des normes juridiques prenant la forme d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Les rapports entre délinquance et déviance sont complexes. On a tendance à présenter la délinquance comme une forme spécifique de la déviance. Une transgression des normes, certes, mais des normes de type particulier puisqu'il s'agit des normes juridiques. Je ne veux pas vous perdre, mais simplement vous faire sentir que cette relation, la délinquance qu'on présente ici, la délinquance n'est rien d'autre qu'un sous-produit de la déviance. Cette relation, elle est problématique. D'une certaine manière, les normes juridiques sont des normes sociales d'un type particulier, d'accord. Ce sont des normes sociales formelles, c'est-à-dire écrites. Bon, mais
elle ne dispose pas toujours de la légitimité sociale que possèdent d'autres normes sociales. Je vous donne un cas limite, un seul, mais nous pourrions en trouver beaucoup d'autres. Dans un département rural, rouler à plus de 80 km/h sur une route de campagne constitue une infraction pénale. C'est donc un acte délinquant, c'est de la délinquance. Mais est-ce un acte déviant pour autant? Je ne le pense pas, car personne ou presque ne blâmera le conducteur ou la conductrice qui roule à 85 km/h, car tout le monde ou presque fait pareil. La norme juridique, rouler à 80 km/h maximum, est-elle encore une norme sociale dans ce cas? La délinquance est-elle ici une déviance? La question se pose et elle participe en tout cas à relativiser la pertinence de la relation très simplificatrice que nous proposons pour décrire ces rapports entre déviance et délinquance. Avant de passer à la dernière partie de la leçon, je rappelle nos acquis. Nous avons distingué deux types de normes. Les normes sociales regroupent l'ensemble des normes formelles ou informelles à respecter à l'échelle d'un groupe social sous peine de sanctions sociales négatives. Alors que les normes juridiques désignent, elles, l'ensemble des règles formelles codifiées dans le droit, dont la transgression, l'infraction pénale, expose à une sanction, la sanction pénale. De cette distinction, nous avons tiré celle entre déviance et délinquance. La déviance désigne l'ensemble des actes de transgression effective d'une norme sociale et ou des actes perçus comme tels. La délinquance renvoie, elle, à l'ensemble des transgressions des normes juridiques. À ce point du cours, nous pouvons nous intéresser aux modalités de sanction et distinguer les formes de ce que nous nommons en sociologie le contrôle social. Le contrôle social désigne un processus de régulation des conduites et des pensées des acteurs sociaux via la mise en œuvre par un groupe social quel qu'il soit, un groupe primaire, secondaire ou une société globale, par la mise en œuvre de divers moyens visant à inciter ses membres à se conformer aux normes en vigueur et à sanctionner les écarts de conduite, les écarts à la norme. Elle est longue cette définition, mais retenez-la bien s'il vous plaît, car je vous mets en garde contre les définitions hasardeuses qu'on trouve dans beaucoup de manuels, dont le vôtre. Je vous donne une version courte de cette définition afin que vous puissiez plus facilement la maîtriser. Le contrôle social est un processus de régulation des conduites et des pensées des acteurs sociaux visant à ce qu'ils se conforment aux normes en vigueur. Vous l'avez compris, le contrôle social vise à réguler les actions individuelles et les rapports sociaux. C'est la fonction du contrôle social. Le programme nous invite non pas à approfondir cette fonction, mais à connaître, simplement connaître, les formes de contrôle social, formes que nous allons détailler dans l'arborescence suivante. Nous distinguons d'abord le contrôle social externe du contrôle social interne. Le contrôle social interne, c'est l'autocontrôle, c'est-à-dire l'application à soi-même de rappel à la norme et de limitation des transgressions. Pourquoi le qualifie-t-on de contrôle social alors et non pas de contrôle individuel? Tout simplement parce qu'il est produit et régénéré par la société elle-même via le processus de socialisation. Nous l'avons explicité, ce processus, dans un précédent chapitre. Le processus de socialisation, résumons-le de la façon suivante, c'est un processus de transformation et de formation de l'individu par la transmission de normes et de valeurs. Eh bien, ces normes et ces valeurs, nous les appliquons à nous-mêmes dans le cadre du contrôle social interne, dans le cadre du processus d'autocontrôle. Exemple très simple, à chaque fois que j'excède la vitesse légale autorisée en conduisant, eh bien je me sens mal, je suis mal à l'aise. Voilà un petit dispositif très simple de contrôle social interne, d'autocontrôle. Le contrôle social externe rassemble, lui, la totalité des rappels à l'ordre et des sanctions appliquées à des individus par d'autres individus ou par des organisations au sein d'une société. C'est le contrôle par la société. Au sein du contrôle social interne, nous distinguons le contrôle social formel du contrôle social informel. Attention là encore aux définitions erronées qui pullulent
Contrairement à ce qu'écrivent la majorité des manuels, le contrôle social formel n'est pas l'apanage, c'est-à-dire qu'il n'est pas réservé, il n'est pas l'apanage des institutions spécialisées telles que la police et la gendarmerie. Le contrôle social formel, le contrôle social formel désigne le processus de régulation des actes et des pensées qui s'appuie sur des règles et des sanctions formalisées ou formelles, c'est-à-dire des sanctions et des règles qui peuvent être codifiées, des règles qui peuvent être écrites et officialisées. Il est de fait, souvent, mais pas toujours, exercé par des institutions spécialisées comme la police ou la justice, voire les églises. Et de fait, le contrôle social formel, externe formel, il se réalise par l'application de sanctions codifiées. Je vous en donne quelques exemples, des sanctions pénales en matière judiciaire, des sanctions religieuses comme l'excommunication, être banni de son église, des sanctions administratives également, codifiées toujours comme un blâme. Je vous donne un exemple d'exercice du contrôle social externe formel. Un contrôle routier peut être suivi du constat d'une infraction pénale et ce constat peut lui-même amener à l'application d'une sanction pénale, une sanction formelle, par exemple une amende. Et là, nous faisons face à l'exercice d'un contrôle social externe formel. Le contrôle social externe informel désigne, lui, le processus de régulation des actes et des pensées s'appuyant sur des règles et des sanctions informelles, non écrites, non officielles, non codifiées. Il est de fait souvent exercé par les individus vis-à-vis d'autres individus. Et là, je vous donne un exemple extrêmement simple. Imaginez la commission d'une remarque verbale inappropriée au cours d'une réunion, il y a le constat d'une transgression d'une norme, par exemple une remarque sexiste qui est formulée lors d'une réunion, il y a constat de la transgression d'une norme, pas de paroles sexistes au sein de nos réunions, et il y a l'application d'une sanction formelle, d'une sanction informelle, sanction sociale informelle, des regards désapprobateurs qui sont jetés à celle ou celui qui a formulé cette remarque sexiste ou une mauvaise réputation associée à celui ou celle qui aurait formulé cette remarque sexiste au cours de la réunion. Terminons l'arborescence en notant qu'il existe pour chaque type de contrôle social externe deux types de sanctions. Il existe des sanctions positives et des sanctions négatives, qui toutes participent au même mouvement de contrôle social, c'est-à-dire à la régulation des actes et des pensées. Vous connaissez parfaitement les sanctions négatives associées aux formes formelles et aux formes informelles des contrôles sociaux. Une sanction positive dans le cadre du contrôle social informel, ce peut être un encouragement tout simplement ou un cadeau offert en récompense d'une bonne action. Une sanction positive dans le cadre du contrôle social formel, ce peut être une évaluation positive d'un supérieur. Je remplis une attestation certifiant que tu as bien travaillé en tant que salarié ou une prime pour inciter toujours un salarié à travailler de la façon selon laquelle et selon l'intensité souhaitée par la hiérarchie de ce salarié. Voilà les formes du contrôle social. Voilà ces formes qui n'ont plus aucun secret, je l'espère, pour vous. Alors revenons sur les acquis de cette leçon. À son terme, vous devez être capable de distinguer les normes juridiques des normes sociales. Vous devez être en mesure de distinguer la délinquance de la déviance et vous devez enfin connaître les trois formes de contrôle social: le contrôle social externe, le contrôle social interne, le contrôle social externe dans ces deux formes, le contrôle social externe formel et le contrôle social externe informel.